tous éditeurs, point d'interrogation. Récemment, deux auteurs de bande dessinée, l'un français, Boulet, l'autre américain, Zach Weiner, ont réussi à lever, c'est-à-dire à récupérer 384 000 $ en quelques jours sur un site de financement participatif bien connu qui s'appelle Kickstarter, et ce, afin de publier un livre pour enfants. Une somme gigantesque quand on songe au coût de production de l'édition jeunesse. Ils en attendaient d'ailleurs 10 fois moins, je le précise. Ce résultat peut paraître unique par son énormité, mais il ne l'est pas vraiment. De plus en plus d'auteurs prennent des chemins de traverse pour essayer de garder le contrôle de leur création, ou tout simplement pour donner naissance à un livre, un personnage, un projet qui n'intéresse pas les éditeurs. Il y a assurément une redistribution des cartes entre auteurs et éditeurs. Quel est son sens, son intérêt, quelles sont les limites? Pour en discuter, nous sommes avec Pénélope Bagieux. Bonsoir. Vous êtes un auteur à succès qu'on ne présente plus, la série Joséphine, Cadavre exquis. Vous êtes d'abord fait connaître sur un blog, Ma vie est tout à fait fascinante, c'est ça? On est aussi avec Gwen de Bonneval. Bonsoir Gwen. Toi tu es dessinateur, vous êtes dessinateur, je tutoie, je vous vois, c'est pareil. Dessinateur, scénariste, Basile Bonjour, Monsieur Forme, également cofondateur de Professeur Cyclope, qui est un mensuel de bande dessinée numérique. Ouais. Cédric Ilan, bonsoir. Vous êtes passionné de bande dessinée, d'histoire. Vous êtes passé par les éditions Petit à Petit et les éditions Delcourt. Et actuellement, vous êtes éditeur chez Glénat, où vous co-dirigez la collection Ils ont fait l'histoire. Tout bon. Pour vous interroger, je suis avec Franck Bourgeron, qui est cofondateur et rédacteur en chef de la revue dessinée. Et c'est Loïc Sécheresse, qui dessinera et qui commentera en dessin pendant notre conversation. Première question à vous trois, blog, édition, financement participatif, difficulté du livre, difficulté de l'imprimer. Est-ce qu'on vit une époque exaltante ou une époque inquiétante? Pénélope? Je n'ai pas connu d'autres époques. C'est une époque exaltante, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, j'imagine que c'est plus simple que de faire essayer de s'auto-éditer il y a 10 ans, parce qu'on a un rapport plus direct avec ses lecteurs. De là dire que c'est exaltant. Alors il y a un problème avec votre micro. Cédric, Gwen, même question. Le temps qu'on change le micro de Pénélope. On est en direct. Hein. Alors, je redis ce qu'a dit Pénélope. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Non, je vais laisser s'exprimer après. Moi, je trouve que c'est une période qui est excitante quand même, mais en fait, il faut épouser la turbulence. Voilà. Je résumerai ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de difficultés pour les auteurs, que les auteurs sont de plus en plus paupérisés, on n'a jamais pu autant publier, par contre, c'est difficile pour chaque auteur de gagner correctement sa vie, etc. Donc chaque auteur a envie que les lignes bougent, et elle n'a pas envie de se laisser aller à la morosité. Donc c'est ça, épouser la turbulence. C'est comme ça qu'il y a des initiatives comme la revue dessinée ou Professeur Cyclope qui se montent, quoi. Franck, tu dis oui de la tête? Je suis tout à fait d'accord. C'est une période, certes, un peu compliquée, difficile, mais passionnante, parce qu'il y a ces nouveaux supports qui arrivent. Pénélope en est évidemment à user de ces nouveaux supports. Donc il y a user est un bien grand mot, enfin en tout cas utiliser. Et donc il y a plein de choses à faire, mais c'est pas simple, et on va en parler. Pénélope, ça y est, ton micro marche? Non, pas encore. Franck? Oui, je voulais moi poser la question à Cédric, notamment parce qu'il est éditeur, de savoir si ces expériences dont on vient de parler, ces expériences de Boulet, qui a levé 480 000 dollars ça fait 400 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que vous, dans une grande maison d'édition comme Glénat, ça vous pose des questions? Est-ce que c'est une source d'inquiétude, ou est-ce que c'est un événement comme un autre et qui n'a pas cours sur votre activité principale, classique? Alors d'abord, je pense que cette levée de fonds, elle n'est possible que parce que ce sont des auteurs. Si des éditeurs se mettaient à faire des levées de fonds comme ça, personne ne participerait. On considère que les éditeurs sont là pour financer. Ensuite, est-ce que c'est bien? Moi, je trouve que c'est bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à croire à la création, à financer de la création. Ce qui est important, c'est la création. Donc non, je trouve que c'est une excellente nouvelle de savoir qu'il y a autant de gens qui sont prêts à financer.
Financé, et c'est souvent un préachat, le financement Oui, dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on met une certaine somme, on va avoir droit à un numéro ou à un numéro numérique, enfin, à une édition numérique, un peu plus, on a une édition papier, etc. Donc c'est pas c'est un financement, c'est un préachat, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas, pour une maison d'édition, l'idée de pouvoir, par exemple, comme certaines maisons d'édition participatives, où les gens préachètent, il existe comme ça des maisons d'édition qui font acheter par leurs clients, par leurs lecteurs, des titres qu'ils vont publier après. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation, chez un éditeur classique, d'arriver à ces sources de préfinancement? Alors je sais que certains éditeurs le font. Je crois que savoir que la politique chez Glénat n'est pas celle-là. On considère que, grosso modo, si on décide de faire des livres, c'est parce qu'on y croit et c'est à nous, éditeurs, d'avoir cette politique de financement. On ne va pas aller demander des sous à des lecteurs à qui on n'a pas encore proposé le produit final. Je voudrais poser une question à Gwen là, sur son expérience de Cyclope, parce que on a beaucoup parlé de Cyclope, de Professeur Cyclope. D'abord peut-être dire en quelques mots ce qu'est l'initiative de Professeur Cyclope, et de voir aussi où vous en êtes de cette aventure tu parlais de faire bouger les lignes, qui fait bouger les lignes aussi, là, de ce point de vue. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? On peut dire déjà que c'est un mensuel de bande dessinée numérique, et qu'on a essayé chaque mois de proposer des récits nativement numériques. Alors c'est un magazine, donc c'est difficile d'avoir que des projets nativement numériques, mais on essaye d'en avoir vraiment au maximum. Ensuite, l'idée c'était d'abord, il y avait deux choses, c'est qu'on aimait les revues, et on est bien placé ici pour parler de revues, et on a commencé à peu près les initiatives en même temps. Et Vous avez fait une affaire ensemble d'ailleurs? Oui, on en avait parlé à un moment donné, oui, c'est vrai. Et même des noms qui auraient pu être oui, en commun. Enfin bref. Donc un magazine de bande dessinée numérique avec le fait de faire, d'être amoureux de la revue d'un côté, le fait de vouloir aller vers de nouvelles narrations, ouvrir de nouvelles voies pour les auteurs. Et puis les auteurs, c'est bien qu'ils s'accaparent les nouveaux médiums. Et c'est difficile de demander à un éditeur de le faire. Après, il pourrait le faire en finançant, par exemple, la revue. Et le numérique, c'était une commodité parce que c'est moins cher, ou c'était une envie d'explorer le support tablette Non, c'est une envie d'explorer de nouvelles voies possibles. Et puis, ce sont des terrains incognita. Si en tant qu'auteur, on n'a pas envie d'explorer de nouvelles voies, c'est un peu dommage. On est dans un truc un peu plan-plan, puis on attend que les choses se fassent. Donc après, une fois qu'on a dit ça, il faut trouver le modèle économique, il faut pouvoir le financer, il faut payer les auteurs, il faut payer les développeurs, il faut payer tout le monde. Donc effectivement, c'était pas très facile sur le plan économique de le monter, puisque... Tu parles au passé parce que vous avez... De le monter. Oui, pardon, ok. Non. Ça y est, on est encore là. Mais non, ce qui est compliqué, c'est de trouver un modèle économique pour le numérique, effectivement. Et puis chacun peut tirer individuellement son épingle du jeu, mais avoir une aventure collective, le fait qu'il y ait de nouveaux usages, qu'il y ait des lecteurs qui suivent des narrations numériques, l'idée, c'est quand même de leur proposer des choses qui ne puissent pas se faire en papier. Et donc, c'est aux auteurs d'essayer de faire ça. Après, encore une fois, sur le modèle économique, sur le financement, etc., oui, des éditeurs peuvent y aller. Mais jusqu'ici, ça a été assez rare ou difficile, la connexion entre les auteurs et les éditeurs dans les initiatives numériques. Ça n'a pas été si simple. Mais il y a un mot magique quand même. Enfin, là, je vais parler de notre propre expérience à la revue. Il y a un mot magique qui est le mot numérique, qui, au moment où on a monté nos projets, permettait de faire bouger un petit peu les lignes. Et puis on a l'impression quand même que depuis 2 ans maintenant, le soufflet retombe. C'est-à-dire que ce qu'on attend de ce passage du papier au numérique, on nous prédisait comme ça que ça allait arriver incessamment, ça tarde à venir quand même. Et donc par rapport à ça, on en est où? Enfin, est-ce que il y a par exemple chez Glénat, est-ce que vous préparez ce passage? Est-ce qu'il y a une envie là de promouvoir des projets de cette nature ou des... Alors l'envie, oui. Les projets, non.
Pour deux raisons. La première, comme l'a dit Gwen, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de schéma économique viable qui apparaît. Il y a des outils, il y a des formes. On sait qu'il y a de plus en plus de tablettes qui sont vendues, que ça fait partie maintenant quelque part de la vie quotidienne de beaucoup de gens. Mais il n'y a pas encore de schéma économique. Et de l'autre côté, c'est qu'on a beau tendre des perches, il n'y a pas tant de projets réellement intéressants en numérique qui apparaissent. Il y a des expériences, mais un projet qui mérite en tout cas notre attention, pour l'instant, on n'en a pas vu ou trouvé. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une revue, c'est qu'on peut cumuler des expériences numériques plutôt que d'avoir une seule expérience d'un côté. Le côté laboratoire, d'avoir plusieurs expériences sur des courts formats, ça c'est vraiment intéressant. C'est le but effectivement de cette revue. Sur le modèle économique, dire si tout le monde attend qu'il y ait quelque chose qui se fasse magiquement, c'est il faut le lancer. Voilà. Pénélope, vous avez une aventure numérique d'une certaine façon depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez, vous, que le modèle va bouger parce que vous vivez, enfin, on va se tutoyer, ça sera peut-être plus simple. Toi, tu vis de ton activité numérique? Non, j'en ai jamais vécu d'ailleurs. T'en as jamais vécu? Non. Mais c'est sûr que ça va bouger parce que pour l'instant, il y a une espèce de flou, un peu de mystère. Moi, j'ai l'impression que j'ai assisté à 200 tables rondes sur le livre numérique. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il va détruire le livre papier? Et à chaque fois, la réponse, en tout cas des éditeurs et des auteurs qui se renvoient un peu dos à dos, c'est on en parlera quand il y aura de l'argent. C'est quand même un peu ça l'enjeu. Et visiblement, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, c'est toujours trop tôt pour en parler. Je vais te tutoyer aussi, Ouais. tant qu'à faire. Mais quand tu dis que tu ne vis pas de ton activité numérique, tu veux dire que ton blog ne te rapporte pas d'argent ou que tu ne vis pas de ton activité de mon blog ne me dessinatrice? rapporte pas d'argent et que mon travail, c'est pas de faire du numérique. Mais en revanche, ça contribue à l'écosystème qui te permet de gagner ta vie, le blog, j'imagine. Non, même pas. Non. Ça n'a même pas contribué à te faire connaître quand on te présente en disant tu as commencé comme blogueuse, etc. Mais ça m'a jamais fait gagner ma vie. Ce qui m'a fait gagner ma vie depuis toujours, c'est mon travail d'illustration et mes livres. Donc si c'était le numérique, je le saurais. Mais je serais ravie d'ailleurs. Mais non, en revanche, pour moi, c'est vraiment pas la même expérience que de monter un projet numérique qui n'a de sens que parce qu'il est numérique. Le principe du blog, c'était... En fait, je pense qu'il ne faut pas voir le numérique comme un plan B faute de papier. C'est des projets différents. Et le blog, ça peut exister en papier. D'ailleurs, il y a beaucoup de blogs qui sont portés au papier. Tandis que pour le coup, que ce soit la Cyclope ou des projets qui sont pensés pour ça à l'origine, je ne suis pas convaincue que ça apporte forcément grand-chose. C'est pas vraiment la question d'ailleurs que tu me posais, mais du coup, le numérique en soi, c'est bien si c'est fait exprès, je pense. Et souvent, on a tendance à se dire qu'un peu comme l'auto-édition, que c'est faute de mieux, on s'auto-édite parce qu'on ne peut pas avoir d'éditeur, on fait du numérique parce qu'on ne peut pas... Je pense pas que ce soit une piste. Puisque Boulet a réussi à lever 480 000 $ sur un site américain, il y a bien sans doute des équipes et des gens en France qui ont cette... Ça te fait réfléchir quand même? Non, ça ne te fait pas réfléchir, par exemple, toi? En fait, si un jour j'avais un projet pour lequel je pensais que je pouvais me passer d'éditeur, je le ferais volontiers. Ça veut dire quoi, justement, peut-être se passer d'éditeur? Si on a un éditeur qui se contente d'être imprimeur et diffuseur, je pense que c'est vrai que l'auto-édition a de beaux jours devant soi, en tout cas pour moi. Mais moi, je ne peux pas travailler sur mon éditeur parce qu'il ne fait pas que imprimer mon livre, il travaille avec moi. Donc tant qu'on a un binôme qui fonctionne avec un éditeur, qu'on a la chance d'avoir ça... En fait, il se passe en BD, ce qui se passe presque toujours avec le numérique. Tu souris parce que j'ai dit BD, il faut que je dise bande dessinée plutôt? Non, c'est ça. J'aurais dit BD sinon moi avant. Ouais. Non mais Franck m'avait dit, essaye de dire moins BD, et je trouve qu'il a raison, c'est beaucoup plus joli bande dessinée. Bien comme tu l'entends. Ce qui se passe dans la bande dessinée, ce qui se passe aussi dans beaucoup de domaines avec le numérique, c'est que ça remet en avant peut-être la valeur ajoutée des différentes fonctions. Et quand on se contente de faire le minimum, et bien du coup on peut être court-circuité. Pourquoi s'embêter à passer par un éditeur s'il n'apporte rien, en fait? Qu'en pense l'éditeur ou même les éditeurs, puisque finalement vous l'êtes tous les deux? Oui, parce que finalement, entièrement d'accord. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au départ, Professeur Cyclope, c'est une bande d'auteurs qui a créé, donc c'est Cyril Pedrosa, Fabien Vellman, Bruno Thieleux, Hervé Tancrel et moi, et qu'on a un partenaire, un coproducteur qui est la chaîne de télé Arte, et que sans Arte, on ne pourrait pas être là à en discuter. En fait, c'est vrai que c'est parce qu'il y a une volonté aussi de leur part de mettre en avant la bande dessinée numérique. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de modèle. Mais on a été les chercher, Arte aussi, on a discuté avec eux. Voilà, il y a des choses à faire pour imprimer un mouvement. Et si on est plus nombreux à proposer des choses qui soient
excitante, j'espère, peut-être qu'il y a des usages qui vont se faire. Mais c'est vrai que si on attend en disant il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle, c'est comme l'Europe, on dirait en général, voilà, ça n'arrivera pas. On va avoir une discussion un peu angélique, mais il y a quand même des problèmes qui existent, notamment au niveau des droits. Les droits numériques, c'est toujours une grande complexité dès lors qu'on assoit un auteur de bande dessinée avec un éditeur, quel qu'il soit, quand on discute des droits. Il y a toujours cette question de renégocier les droits numériques qui se pose quand même. Oui, c'est le volet... C'est le volet douloureux de la conversation. Et là, il faut adhérer au SNAC, le groupement des auteurs de bande dessinée. Le groupement des auteurs de bande dessinée. Il y a un syndicat, le SNAC, qui justement s'occupe de défendre les droits des auteurs et puis de les faire évoluer dans le bon sens. Donc nous, on avait aussi cette envie-là en faisant justement des contrats purement numériques pour Professeur Cyclope. C'était aussi l'idée que les choses soient faites dans le bon sens. Pour ceux qui ne sont pas initiés, l'idée c'est que les droits ne sont cédés ou ne sont négociés que pour la diffusion numérique et pas pour une diffusion papier. Voilà, alors que d'habitude c'est l'inverse. Voilà. Donc c'est chouette de pouvoir publier des auteurs et les payer pour un travail numérique de création. Ça, c'est une fierté qu'on a. Et du coup, en tant qu'éditeur, il n'y a pas un intérêt à l'inertie à faire en sorte que rien ne change, que les choses sont bien comme ça et que peut-être on n'a pas anticipé les trucs. En tant qu'éditeur, il n'y a jamais aucun intérêt à l'inertie. Jamais. Il faut que ça avance. Après, cette avancée, elle peut être de notre fait, comme de la part des auteurs. Ce sont les auteurs qui sont les créateurs. Ce sont eux qui amènent l'invention, la nouveauté, etc. Nous, en tant qu'éditeurs, notre rôle est de les accompagner au mieux, de les aider, de les accompagner, de faire en sorte que leur création puisse exister. Donc non, l'inertie, ça n'a aucun sens. Bien, parfait. Tu ne ressens pas, toi, d'inertie quand tu discutes avec un éditeur sur les droits, par exemple les droits numériques ou des choses comme ça? Il y a pas de... On sent que ce n'est pas le sujet préféré des éditeurs, non, mais à la fois, même moi, je ne saurais pas quoi demander, revendiquer, exiger. Donc c'est vrai que pour ça, des choses comme le SNAC, par exemple, ça sert à ça. C'est des gens qui savent mieux que nous, en fait. Parce qu'il faut dire, alors là, on va sortir 2 secondes de ce débat, mais il y a un fort mouvement, peut-être, Gwen, tu peux en parler 2 secondes, un fort mouvement dans le petit monde des auteurs de bande dessinée sur cette augmentation des cotisations retraite. Ça a l'air un peu ridicule comme ça, mais c'est important parce qu'il y a une caisse de retraite qui a d'autorité augmenter sa cotisation, non pas sur un iota, mais sur la totalité des revenus des auteurs de bande dessinée de 8%. La retraite complémentaire. La retraite complémentaire. Et ce qui engendre quand même, il faut le savoir, presque un mois entier de retrait sur la totalité de l'année. C'est loin d'être négligeable. Ce qui est loin d'être... Quand on sait qu'en moyenne, un auteur de BD, je parle sous contrôle de nos amis, ça doit gagner 1200, 1300 euros. Donc il y a là un très fort mouvement, on a vu même à un festival de Saint-Malo récemment, un arrêt des dédicaces, ce qui ne s'est jamais fait. Donc c'est le seul moyen que les auteurs de bande dessinée ont pour essayer de manifester un mécontentement. Mais enfin, ça a son importance dans le... Bon, on sort un peu du débat, mais il y a malgré tout un sentiment assez fort dans ce petit monde de la bande dessinée d'une forme de dureté. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Mais c'est surtout qu'il y a des auteurs, pour le coup, avec la hausse de cette cotisation, qui a été faite en plus complètement comme ça, hop, sans qu'on s'en rende compte. Un jour, on a reçu un courrier pour dire « Au fait, surprise, voilà, c'est fait ». Bon. Et en plus, écrit en tout petit au bas d'une lettre, donc personne ne l'avait vu. C'est surtout qu'il y a des gens qui, tout simplement, vont devoir arrêter de faire ce métier, en fait. C'est même pas que ça va compliquer la situation, c'est que on décide qu'il y a des gens qui ont peut-être... moins de succès, qui en fait vont arrêter de faire ça ou vont faire ça pour leur plaisir, donc 1 heure par soir, donc jamais. Donc oui, c'est un peu inquiétant, mais ça a été pas mal relayé, étonnamment, en fait, je trouvais. Oui, je pense qu'il y a... Oui. Et est-ce que... Alors c'est une question peut-être plus pour Gwen, qui a l'expérience de professeur Cyclope et qui du coup est devenu éditeur et tout ayant un grand passé d'auteur. Est-ce que, dès lors qu'on passe éditeur, est-ce qu'on n'a pas une obligation de reproduire des schémas qui, en tant qu'auteur, nous ont enquiquinés pendant
pendant des mois et des années. Il devient salaud d'éditeur. On a essayé de faire les choses correctement, d'avoir des contrats qui soient plus favorables aux auteurs, tout en ayant quand même conscience qu'il y avait une boîte à tenir et que si elle ne tient pas, on ne peut pas publier les auteurs non plus. Donc voilà, il y a un principe de réalité, mais partout où on a pu déverrouiller, essayer d'aller dans un sens favorable aux auteurs, on l'a fait. Ça serait un peu bizarre comme auteur de ne pas avoir cette démarche-là. Ou alors, on n'aurait aucune conscience. Ce qui est possible, ça arrive. Nous, à la revue, par exemple, on a aucune conscience. On n'a aucune conscience, certes, mais on en a quand même une toute petite, puisqu'on a pris la décision de ne pas prendre les droits à un moment donné. Donc les auteurs publient dans la revue, ne prennent pas les droits. En revanche, très vite, on s'est rendu compte que s'il y avait des aventures éditoriales qui suivaient, eh bien, les éditeurs minoraient l'investissement qu'ils mettaient dans l'album, par exemple. Voilà. Ah oui, c'est un trésor de guerre en moins. Voilà, exactement. Toujours dans cette idée, le métier d'éditeur est réaffirmé dans ce qu'il a de valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est justement cette valeur ajoutée dans ce nouveau contexte ? C'est vrai que le monde de la diffusion, le monde de l'information a changé. On n'a plus la même relation avec son lectorat. On peut communiquer directement avec lui. Qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce que c'est la place de l'éditeur dans ce nouveau contexte pour toi, Pénélope ? Qui met les mains dedans dès le début du projet, en fait, et qui ne vient pas récupérer un PDF à la fin. Donc c'est quelqu'un qui écoute l'idée qu'on a au début quand c'est une espèce de petit truc un peu, oups, j'en perds mon micro, balbutiant et un peu encore brouillon, et qui accompagne à ce moment-là. C'est bon, pardon. Et qui est là dès le début, en fait, et qui est là aussi dans tous les moments. C'est quand on est un auteur, on est quand même très seul et très longtemps, parce que c'est assez long de faire une BD, une bande dessinée. Et donc c'est chouette d'avoir quelqu'un qui est là un peu comme un coach d'un boxeur, quoi. Et ça, tout seul, moi, je pense que toute seule, je pourrais produire un petit strip que j'enverrai à mes lecteurs directement. Jamais j'irai me farcir 200 pages d'un livre toute seule, parce que 1 million de fois sur le chemin, je laisserai tomber en me disant qu'en fait, c'est nul. Donc, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui accompagne. Et dans le nouveau, ça, c'est le métier d'éditeur depuis toujours. Bah oui, mais c'est pas toujours le métier d'éditeur pour autant, en fait. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui font pas ça. Dans le nouveau contexte, est-ce que tu veux dire quelque chose, Franck ? Est-ce que justement la valeur ajoutée peut changer, peut s'adapter à ce nouveau monde où toi tu as un compte Twitter, je ne sais pas combien tu as de personnes qui te suivent, mais plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers même, ça change la relation à la communication, ça change la manière dont on va faire la promotion. Tout ça c'était quand même des fonctions, des valeurs ajoutées, des choses qu'apportait l'éditeur, non ? Mais en fait, l'éditeur, même pour ce qui est de la communication, je pense, l'éditeur a quand même toujours une fonction de communication qualitative. C'est que oui, pour le nombre et pour avoir un rapport direct à mon lectorat, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus rapide que, par exemple, un compte Twitter, où les gens qui me suivent déjà et qui s'intéressent déjà à ce que je fais vont être attentifs à ce que je vais dire. En revanche, c'est pas mon métier de faire de la communication, en fait. Et c'est pas mon métier de choisir, j'en sais rien, quelles émissions faire, dans quel magazine, ou même me présenter des gens avec qui travailler. C'est pas mon boulot, le boulot de prescripteur, ça reste quand même le boulot des éditeurs. Toute seule, je pourrais me débrouiller, mais en fait mal. Donc, je sais pas si la quantité prime tant que ça, en fait. Mais peut-être que je me trompe. Je sais pas. Ça doit être du miel à tes oreilles. C'est parfait, ne change rien. Puis il y a la distinction qu'on fait entre publisher et éditeur aussi. Oui. C'est une distinction qu'on fait surtout dans le langage anglo-saxon en disant il y a l'éditeur, celui qui suit le projet, le publisher, celui qui va le vendre. Effectivement, notre boulot, c'est de faire les deux. Bien. Donc les éditeurs ont encore des beaux jours devant eux, d'une certaine façon. Je pense qu'il y aura toujours besoin, comme tu dis, il y a besoin d'un coach à un moment donné pour accompagner, et après pour communiquer, vendre, distribuer, diffuser au plus grand nombre. Parce que faire des levées de fonds pour s'auto-éditer, c'est bien, mais une fois que le bouquin est édité, comment tu le diffuses, comment tu le distribues, comment tu communiques autour, ça fait partie aussi de notre métier et d'accompagnement de la création. Je pense que quand on lève 480 000 $, je pense qu'on a tout à fait les moyens de... Je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Ah oui. Les moyens peut-être, mais je pensais à ça parce que ce matin j'ai vu je ne sais plus si c'est dans Métro ou dans 20 minutes, un des gratuits comme ça, que demain pour la sortie du nouveau Last Man, il y avait une opération où il allait y avoir des Last Man cachés dans les piles de 20 minutes dans les journaux que les gens pourraient trouver gratuitement. Même si j'avais les moyens de le faire, jamais j'y aurais pensé. Pour le coup, là, c'est quand même une maison d'édition qui est à l'écoute et qui cherche des trucs rigolos et intéressants à faire avec le travail d'auteur auquel il croit.
Et ben, ça, tout seul, même avec des sous et des lecteurs qui sont prêts à aller chercher mes livres dans une pile de journaux, j'y aurais jamais pensé. Donc, Très bien. Gwen, comment tu vois ce métier dans les 5 ou 10 ans qui viennent? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, Lequel métier d'abord? Oui, éditeur de revues, notre beau métier dessinateur du monde de la bande dessinée. Enfin, est-ce que les expériences que tu as pu avoir dans ta vie professionnelle, Cyclope, mais auparavant Capsule Cosmique, etc. Comment tu vas utiliser ça pour... Ouais. Je suis pas forcément très doué pour ça parce que les initiatives que j'ai eues comme éditeur, Capsule Cosmique, ça s'est arrêté. Bon, par exemple. Oui, enfin, c'est pas de ton fait. Pas complètement, non. C'est une décision d'éditeur d'avoir. Oui, bien sûr. Non, je sais pas, c'est très difficile de savoir ce que ça va devenir, mais je peux avoir des souhaits. Je peux espérer qu'il y ait plus d'initiatives pour qu'il y ait des mouvements qui aillent vers de nouvelles voies, de nouvelles façons. De toute façon, c'est général, c'est pas que pour la bande dessinée. Il faut qu'on réinvente un peu tout le temps actuellement. Sur le plan économique, il y a plein de choses qui se développent. Il faut être inventif. Donc, si on n'est pas inventif, je crois qu'on va tous mourir. Voilà. Comme tu disais, épouser la turbulence. Voilà, épouser la turbulence. C'est pas facile, mais bon. Cédric, peut-être, sur les années qui viennent, tu as des perspectives qui s'ouvrent à toi, tu te penses qu'il va y avoir des choses qui vont émerger? Qui vont émerger, j'espère. J'espère qu'il y aura des choses qui vont venir me surprendre, comme la sortie de Professeur Cyclope ou de la revue sont venues nous surprendre de manière positive. Oui, j'espère qu'il y en aura d'autres. Venus vous surprendre, est-ce que vous aussi vous essayez d'aller à la recherche d'auteurs, de contenu, d'innovation? Est-ce que le monde de communication qui a tellement changé, est-ce que ça change aussi votre métier au quotidien pour aller... On est toujours à l'affût de ce qui se fait de nouveau. Maintenant, après, je suis dans une maison d'édition plutôt classique en termes de bande dessinée. Donc on regarde ce qui se fait, on s'y intéresse, on essaye de suivre. On essaye de changer les choses au sein de la maison d'édition. Bien aussi. sûr. Ouais. Bien sûr, mais... C'est-à-dire il y a un droit de réserve. Oui, c'est pas une question de droit de réserve. De voir. On fait les choses progressivement et de manière peut-être... comment dire, plus structurée, un peu moins faux-folle et justement où la prise de risque, elle est parfois calculée, elle est parfois trop calculée pour justement pas avoir l'expérience du professeur Cyclope. Je pense que cette aventure-là, elle n'est possible que parce qu'à un moment donné, on se dit allez, on y va et on réfléchit pas trop, on n'a rien à perdre. Une maison d'édition qui est installée comme Glénat, comme Dargaud, Delcourt, etc., n'ont pas cette possibilité de réflexion. On accompagne des mouvements petit à petit, on va voir ce qui se fait, on va aller chercher des choses naissantes, on va s'intéresser à des choses, je pense à une expérience qui finalement est arrivée chez Delcourt, c'est Media Entity, qui est une bande dessinée papier, mais qui est une aventure transmédia avec une version numérique. Je trouvais le projet très intéressant. On s'était positionné pour l'acquérir au sein de chez Glénat. Finalement, ça a atterri chez Delcourt. Mais je trouve l'initiative intéressante. Donc on est à l'écoute à partir du moment où le projet est vraiment intéressant et correspond à ce qu'on a envie de développer. Moi, je peux sortir de mon rôle prendre ma casquette de la revue. Je trouve les éditeurs, d'un point de vue général, quand même assez frileux. Alors évidemment, nos aventures étaient en effet sans doute un peu folles, mais elles fonctionnent, enfin, d'une manière ou d'une autre, elles fonctionnent. Et les concours qu'on a pu avoir, la plupart du temps, étaient soit forcés, ou vraiment on allait chercher des partenaires et on les contraignait à venir dans l'aventure, soit, dans un premier temps, en tout cas, d'un intérêt relatif. C'est moi ce que j'ai vécu, je pense que Gwen peut dire la même chose sur Professeur Cyclope.
Alors maintenant, j'espère que, en effet, les choses vont changer. Et toi, ta vision sur les prochaines années, tu vois ça comment? Madame Soleil, Madame Irma? L'argent, la forme. Je sais pas, c'est une très bonne question. Non, je ne sais pas si c'est une très bonne question. Peu de choses près, un petit peu comme les années qui viennent de passer, hein, malgré tout. Parce qu'on a annoncé que tout allait changer il y a 2 ans, que tout allait changer l'année dernière. Et rien ne change. Donc petit à petit, ça va s'harmoniser et peut-être qu'on va arriver à des choses plus raisonnables. Par exemple, pour l'instant, je ne suis pas super experte du livre numérique, mais les versions numériques de mes albums à moi, quand je vais voir combien ça coûte sur iTunes, j'espère que les gens ne les achètent pas. Oui, c'est très cher. C'est le même prix que les livres papier, donc je ne comprends pas en fait. Ah, mais ça, c'est une Donc très peut-être bonne qu'on va question. arriver à un moment où on va arrêter de dire « Ah mais tu comprends, c'est parce qu'il y a plein d'intermédiaires, il y a Apple, il y a machin », qu'on va se dire « Ouais mais en vrai, bon c'est un livre numérique quoi, donc il faut se calmer, ça coûte quand même pas le même prix à stocker, à fabriquer, tout ça ». Donc peut-être que ça va devenir plus complémentaire et intelligent et j'imagine que c'est ce qui va se passer, j'espère. Mais là, Je pense touche. que, juste pour intervenir ici, je pense une des raisons pour lesquelles les éditeurs papier ont du mal à aller sur ce secteur du numérique, c'est que ce n'est pas leur cœur de métier, ce n'est pas leurs habitudes. Quand on a une révolution de fond de la bande dessinée comme les années 90, avec ce qu'a initié l'association Cornelius, etc., on a une révolution du contenu. Les éditeurs, commencé par Dargaud quand il a fait Poisson Pilote, Delcourt derrière, etc., ont pu rebondir rapidement et proposer d'autres choses dans le registre qui était proposé. Là, on est sur une révolution de forme, pas de contenu. Ce que je disais, pour l'instant, les projets qui nous sont proposés, il n'y a pas grand-chose qui nous fait rêver. Donc on est sur une révolution de contenu. Le numérique, quand on est éditeur de papier, qu'on connaît la chaîne du papier, le numérique, on n'y connaît rien. Donc on est obligé d'apprendre, on voit intervenir des gens qui viennent nous apporter des solutions techniques, etc. Mais c'est que des solutions. Et on en voit un, on dit « Ah oui, tiens, c'est super, ça a l'air pas mal ça ». Puis le lendemain, on en voit un autre qui nous dit la même chose pour un peu moins cher. Et puis une fois, 3 jours plus tard, on en voit quelqu'un d'autre qui nous propose encore autre chose de complètement différent, nous disant que ce qu'on a vu 2 jours avant, c'est complètement obsolète. Donc la prise de risque d'un éditeur papier, pour aller dans le registre numérique, c'est de se dire, bon, très bien, ça a l'air intéressant, c'est vrai que ça risque d'être l'avenir vu l'évolution de la société. Maintenant, est-ce que j'ai les compétences pour aller lutter contre Amazon, Apple, Orange, etc., qui sont des vendeurs de tuyaux et qui sont, eux, en train de contrôler le marché? Donc une forme d'inertie. On regarde. Ça ne veut pas dire que c'est de l'inertie. C'est l'avenir de la bande dessinée en général, donc on parle, que ce soit papier ou numérique. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas trop vu de recherche et développement chez les éditeurs pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Loïc Sécheresse, toi qui ricane. Est-ce que tu as un mot à dire en dehors de faire des dessins sur ce sujet? J'ai déjà dit beaucoup, je le crains. Est-ce qu'on les voit, les dessins? J'espère qu'on les voit. Hein. J'espère que tu ne les vois pas. Un mot à dire, non, je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de positions qui sont... on ne sent pas encore vraiment d'osmose entre tous les partenaires et c'est un petit peu dommage, quoi. Il y a beaucoup de positions assez tranchées et voilà, il y a les intérêts de création, les intérêts de découverte, les intérêts de financiers, clairement, pour un éditeur qui se pose là. J'aurais bien du mal à tirer des conclusions de tout ça, quoi. Toi, tu as animé un blog qui s'appelait Le Gauchiste Contrarié, oui. qui était chez Libé, qui a bien marché, où il y avait beaucoup de pages vues, je ne sais pas comment on dit, d'audits. On peut dire ça. Oui. Oui, de pages vues, c'est bien. Ça, c'est les dessins de Copé, ça attire. Les dessins de Copé, voilà, des gifs animés même. Des choses GIF comme ça. animé de Copé. De Copé. et par exemple, Libé a une politique intéressante là-dessus. Libé n'a pas de politique là-dessus. Libé dit démerdez-vous. Il y a une grosse incompréhension. Alors, bon, je ne vais pas dire ça. Ouais, ça a évolué aussi, Libé. Non, mais voilà, ils étaient pris dans tout ce courant d'évolution. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup? C'est compliqué pour tout le monde, de toute voilà. façon, cette période. On a un journal qui est super bénéficiaire, on devrait peut-être mettre un peu de thunes dedans. Non, c'était super compliqué pour eux, quoi, vraiment. Ils ne savaient pas sur quoi aller, vraiment. Je propose qu'on tente une expérience. On m'a rien interdit. Normalement, on doit enchaîner sur la séquence suivante qui s'appelle la tête à tuto.